Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus encore nombreux pour assister à cette nouvelle conférence du Cercle d'Agora Politique. C'est déjà la 9e, et ce soir nous allons déroger à notre règle, puisque nos deux invités n'ont pas d'actualité éditoriale, du moins pas encore. Pour autant, il nous a semblé que le sujet abordé est non seulement d'une actualité brûlante dans son volet violence, mais aussi parce que le second volet de notre réflexion portant sur l'égalité entre les sexes est inscrit comme principe fondamental de notre Constitution, garantissant l'égalité des droits reconnus aux femmes et aux hommes dans tous les domaines. Pour compléter votre information quant au sujet abordé ce soir, vous trouverez une sélection de livres choisis par notre partenaire, la librairie Mouche de Saint-Grégoire, que nous remercions pour son accompagnement sans faille. Nous finirons la soirée autour du verre de l'amitié, préparé par la cave grégorienne également, les bouteilles bavardes. Je laisse à présent la parole à Aude Lerouet, notre spécialiste justice de l'association, intervenante à l'AIS, au sein du centre de prise en charge des auteurs de violences, pour la présentation des thèmes de la soirée et de nos invités. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est bon. Donc juste quelques mots effectivement pour introduire le sujet de ce soir. Même si Olympe de Gouges publie en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui commence ainsi « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit », il faudra attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour voir évoluer lentement le droit des femmes en France. Résumons brièvement les principales avancées dans le domaine de l'égalité femmes-hommes et du combat contre les violences sexuelles et sexistes dans notre pays. À partir de 1945, la loi octroie le droit de vote aux femmes, le droit à la contraception et l'autorité parentale conjointe. De 1975 à 1995, le droit à l'interruption volontaire de grossesse est voté par le Parlement. Le divorce est réformé et l'égalité professionnelle est enfin cadrée par la loi. À l'aube des années 2000, dans la douleur, des lois sont adoptées pour favoriser la parité femmes-hommes pour certaines institutions de la République. Parallèlement, les noms de métiers se féminisent. Le législateur renforce aussi les contrôles quant à l'égalité salariale. Enfin, les 20 dernières années, les politiques publiques s'intéressent aux violences faites aux femmes, la parole se libère et la lutte contre les violences est renforcée. Alors, où en sommes-nous 80 ans après les premières avancées réelles des droits des femmes ? La parité n'est toujours pas atteinte dans les deux assemblées, les écarts de salaire persistent, les femmes subissent plus de 90% des violences intrafamiliales, sans parler des incidences des violences sur les enfants, mais cela devra faire l'objet d'un autre débat. Le nombre de féminicides par an, 1 tous les 3 jours, se stabilise à un nombre scandaleusement élevé. Pourquoi une telle lenteur dans la mise en place des structures juridiques qui imposent aux individus, aux entreprises, aux institutions publiques cette égalité naturelle ? Problème budgétaire des sommes allouées au ministère de la Justice, transversalité du sujet qui s'adresse à de nombreuses institutions et qui rend difficile une approche globale, un modèle social qui perpétue un système patriarcal ancré dans notre histoire. Autant de questions que nous allons poser à nos deux invités. À la veille de la Journée européenne des victimes et à 2 semaines de la Journée internationale des droits des femmes, nous avons le plaisir de recevoir Axelle Cormier, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes d'Ille-et-Vilaine, après une expérience de référente violences faites aux femmes en région parisienne et également dans la protection de l'enfance. Elle nous présentera les actions engagées dans le département pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Nous accueillons également François Lavallière, magistrat en détachement à l'École nationale de la magistrature et enseignant à Sciences Po Rennes, qui a co-signé une tribune dans Le Monde en décembre au sujet du consentement. Il abordera plus spécifiquement les notions de contrôle coercitif, féminicide, les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes et les évolutions souhaitables de la législation dans ce domaine.
Bonsoir à toutes et tous. Donc moi je suis Axel Cormier, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes pour la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Alors souvent voilà. Donc voilà, je travaille donc au sein de la préfecture d'Ille-et-Vilaine et je vais vous présenter un petit peu voilà, ce qu'on peut faire sur le champ de l'égalité et des violences sur le département. Tout d'abord, je voulais commencer par un petit rappel historique parce que, comme je vous disais, c'est une profession qui n'est pas très connue. En 1974, Françoise Giroud devient la première secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée de promouvoir des mesures destinées à améliorer la condition féminine. Une phrase qui me semble intéressante, qu'elle a pu citer alors qu'elle était ministre. Les femmes sont une catégorie à part. Et ce qu'il faut arriver à faire, justement, c'est qu'elles cessent de l'être. Aujourd'hui, on est 50 ans, 60 ans plus tard à cette phrase, et je suis toujours en face de vous. Et il est toujours nécessaire d'avoir des délégués aux droits des femmes, parce que les femmes sont malheureusement toujours une catégorie à part, même si elles représentent 51% de la population, elles restent une minorité dans beaucoup d'actions. Dans le cadre de ce ministère, à l'aube des années 70, on était sur un ministère qui avait très peu de moyens et seulement une vingtaine de collaboratrices bénévoles qui étaient réparties sur les régions. Aujourd'hui, depuis janvier 2024, donc Aurore Bergé, qui est la nouvelle ministre, peut s'appuyer donc sur un réseau déconcentré. Dans chaque région, dans chaque département, vous avez des directions régionales aux droits des femmes et une déléguée ou un délégué dans chaque département. Donc autant vous dire que nous sommes une petite équipe sur la Bretagne, une déléguée par département, pour mener la grande cause du quinquennat deux fois de suite et pouvoir porter ces questions de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les violences. Alors souvent on a tendance à dire que la lutte contre les violences elle avance pas très vite et vous l'avez rappelé tout à l'heure, on était dès 1791 avec la déclaration de la femme et de la citoyenne. Pourtant, jusqu'en 1938, la femme, elle était encore une citoyenne de seconde zone. Elle était mineure, incapable juridique. Il a fallu justement attendre 1938 pour qu'elle puisse enfin signer des contrats, pouvoir agir en justice en son nom propre, puisque les femmes mariées restaient finalement sous la coupe de leur conjoint toute leur vie. Aujourd'hui, du côté des violences, ça avance, peut-être pas assez vite, jamais assez vite face au nombre de féminicides qui existent, mais pour vous donner un ordre d'idée, tout ça, ça se passe en une cinquantaine, en une soixantaine d'années. 75, c'est le premier refuge des femmes battues. Alors aujourd'hui, on n'emploie plus le mot femme battue parce que femme battue, ça laissait entendre que finalement, il n'y avait que les coups physiques qui n'étaient que des violences. Et on le verra tout à l'heure, la violence est bien plus large que ça. 89, on est sur la première campagne d'information sur les violences conjugales. Aujourd'hui, chaque année, heureusement, on a des événements tels que le 25 novembre, il y a quelques temps, Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. On a des spots publicitaires, des actions de communication qui rentrent dans notre vie quotidienne, mais il faut se dire que voilà, c'était il y a seulement une trentaine d'années. Avant, on ne parlait pas de ce sujet-là. Les violences commises par un conjoint ou un concubin ne sont devenues une circonstance aggravante qu'en 1992. Et il a fallu attendre 2006 pour que le viol entre époux soit reconnu par la loi officiellement. 2010, c'est la création de l'ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, c'est une mesure extrêmement importante, une mesure civile, qui permet aux victimes, lorsqu'elles souhaitent être protégées, de pouvoir demander, sans passer par un dépôt de plainte nécessaire, mais de demander au juge aux affaires familiales de pouvoir agir sur la séparation entre les conjoints, l'interdiction d'entrer en contact, la désignation du parent qui aura la garde des enfants pendant un temps provisoire, toutes ces mesures qui peuvent permettre une protection accrue des victimes. 2012, nouvelle définition légale du harcèlement sexuel. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2012, on s'est retrouvé pendant quelques mois avec une absence de loi sur le harcèlement sexuel. Il y avait eu à ce moment-là une procédure, ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité, une demande du Conseil constitutionnel parce qu'on avait un texte trop flou en droit français. Et on s'est retrouvé pendant quelques mois sans aucun texte. Le harcèlement sexuel n'était plus un délit en droit français. Donc 2012, enfin, nous avons en droit français une définition claire de ce qu'est le harcèlement sexuel dans le cadre professionnel notamment.
2014, c'est la généralisation du téléphone grave danger. Le téléphone grave danger, finalement, c'est un smartphone, comme vous avez sans doute beaucoup d'entre vous. Un téléphone qui est remis aux victimes de violences conjugales, aux victimes parfois aussi de viols, plus rarement, mais essentiellement victimes de violences conjugales, et qui permet de pouvoir alerter les forces de police en urgence avec une touche spécifique et qui permet vraiment d'éviter les féminicides. Et on a eu un exemple il y a quelques semaines en Île-de-France où une femme qui bénéficiait de ce téléphone grave danger a pu être secourue et les forces de l'ordre sont arrivées avant qu'il puisse y avoir un passage à l'acte. 2016, c'est la loi dite de la pénalisation du client. Ça renforce la lutte contre le système prostitutionnel. Enfin, on estime que les personnes qui sont travailleuses du sexe sont des victimes de violences et elles doivent être protégées et que le délit, c'est bien le client qui en est responsable. 2017, le mouvement MeToo. Et là, tout s'accélère. Et on va enfin avoir une prise de conscience sociale générale de ces violences et de l'ampleur du phénomène et du fait que ça touche de nombreuses femmes. Alors l'OMS va dire une femme sur 3 qui sera victime au cours de sa vie, mais on sait qu'il y a un chiffre noir de ces violences. Il y a aussi toutes ces personnes qui ne vont pas forcément dénoncer. On a entendu aussi tout le travail qui a été fait ces dernières années par la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste, qui montre aussi toutes les violences sexuelles, notamment dans l'enfance, qui ne sont pas forcément comptées, et donc on sait que c'est un phénomène d'une ampleur considérable et qui est encore certainement bien sous-estimé par rapport à ces chiffres. 2019, bracelet anti-rapprochement. Ce bracelet anti-rapprochement, on en a beaucoup parlé, c'était une expérimentation et un dispositif espagnol qu'on a pu étendre en France, qui permet également de pouvoir, grâce aujourd'hui à des nouveaux outils, protéger les victimes en termes de distance et faire qu'un auteur qui est en dehors d'un centre pénitentiaire fermé, qui est libre, qui est en extérieur, ne puisse pas s'approcher, ne puisse pas commettre un féminicide auprès d'une victime. Un bracelet pour l'auteur, un boîtier pour une victime, et grâce à un système GPS, eh bien, on va pouvoir protéger les victimes. 2021, le 3919. Le 3919, un numéro, si vous devez n'en retenir qu'un, c'est ce numéro-là, 3919, qui est le numéro d'écoute gratuit, anonyme, national, pour les femmes victimes de violences. C'est en 2021 que le 3919 sera enfin ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Autant vous dire que toutes ces dates, eh bien on voit qu'il y a une vraie accélération ces dernières années. Et finalement, de quoi on parle? Quand on parle de violence à l'égard des femmes, eh bien on a une définition assez précise dans la Convention d'Istanbul qui désigne les violences à l'égard des femmes comme des actes de violence fondés sur le genre, qui sont susceptibles d'entraîner des dommages et des souffrances qui sont non seulement physiques. C'est pour ça que tout à l'heure je vous dis, il n'y a pas que les femmes battues, il y a aussi des violences sexuelles, psychologiques, économiques et les menaces de se livrer à de tels actes. Parce que parfois, faire semblant de porter un coup à sa victime et en lui disant « la prochaine fois, ça sera ta tête », eh bien finalement c'est aussi violent que si peut-être cet auteur avait frappé directement sa victime parce qu'elle va vivre avec une menace qui plane sur elle. Cette convention d'Istanbul, donc 2011, eh bien, elle permet de prévenir les violences faites aux femmes, dont les violences domestiques, les violences du couple. Elle permet également de protéger et de soutenir les femmes contre toutes les formes de violence, de poursuivre les auteurs des violences et aussi de coordonner une politique globale. Alors, elle a été ratifiée en 2011, mais il y a un long processus d'adhésion dans les autres pays européens et il faut savoir que c'est seulement le 1er juin 2023 que l'Union européenne a enfin adhéré à cette convention qui va s'appliquer dans les 27 pays de l'Union européenne. Donc 2023, on voit qu'on est sur des mesures qui sont encore aujourd'hui, qui se gagnent tous les jours. On sait qu'aujourd'hui, il y a la question de l'IVG, la constitutionnalisation de l'IVG qui est en jeu, mais voilà, chaque jour, des avancées en matière de droits des femmes. Voilà ce que je pouvais vous dire d'un point de vue un petit peu national, global. Et l'idée, c'est aussi de vous présenter ce qu'on fait, nous, au sein de notre département. Je vais vous parler donc du schéma directeur départemental de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce schéma, il est porté par deux entités, du côté préfectoral, donc par le préfet, et puis également par les procureurs de Rennes et de Saint-Malo. Donc c'est un travail vraiment commun qui a été amorcé dès 2019.
Monsieur Astreux, qui est le procureur de Rennes, le redisait il y a encore quelques temps, a été fier de dire que finalement, en Bretagne et en Ille-et-Vilaine, on était précurseurs du Grenelle, puisque dès juillet 2019, il y avait un travail qui réunissait l'ensemble des acteurs du terrain sur le sujet, bien avant ce Grenelle national. Ce travail, il a amené à une signature en 2020 et un bilan en 2023, et je vais vous présenter finalement le bilan de ce schéma directeur pour vous montrer aussi l'ensemble des actions qu'on peut réaliser et tout ce qui se met en place et tous les dispositifs qui existent sur notre département. Nous avons sur ce schéma directeur 4 axes. Le premier, c'est un axe éducation à l'égalité femmes-hommes et prévention primaire des violences faites aux femmes. Pourquoi un axe prévention et égalité femmes-hommes dans un sujet violence faites aux femmes? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si on ne travaille pas l'égalité dès le plus jeune âge, eh bien, on ne prend pas le mal à la racine. On a besoin de travailler sur cette question dès le plus jeune âge pour pouvoir permettre d'avoir des enfants, des jeunes qui vont pouvoir connaître tous les enjeux de l'égalité, du respect, du consentement et donc de pouvoir enfin aussi limiter les violences. Donc sur ce sujet, eh bien, on a pu avoir différentes actions, notamment dans les établissements scolaires. Et vous le savez peut-être, ce n'est pas toujours facile d'intégrer les questions d'égalité femmes-hommes, d'égalité filles-garçons au milieu scolaire. On peut avoir des réticences. Également des réticences sur la question de l'éducation à la vie sexuelle et affective. Pourquoi parler d'éducation sexuelle à des enfants dès le plus jeune âge? Non pas pour les inciter à avoir des relations sexuelles très tôt, mais plutôt pour prévenir les violences, pour pouvoir inculquer la notion de consentement dès le plus jeune âge, et puis éviter aussi notamment des risques de grossesse non désirée et d'autres formes de maladies sexuellement transmissibles par exemple. Donc ça c'était un des axes de notre axe 1. Une des actions de notre axe 1 qui est menée bien sûr avec tous les partenaires du département, que ce soit l'éducation nationale, les associations, la justice, les forces de l'ordre. Et je voudrais par exemple vous illustrer une action qui nous semble importante. Aujourd'hui, sur notre département, nous avons la maison de protection des familles. Ce sont des gendarmes qui sont en civil, bien loin souvent de l'image du gendarme que l'on peut se faire, et qui interviennent notamment dans les milieux scolaires, et notamment sur un programme qu'on appelle Lanterne, qui est un programme d'éducation et de prévention sur les questions d'égalité et de vie sexuelle et affective chez les 0-6 ans. Alors eux, ils interviennent plutôt chez les maternelles, les gendarmes, et ils vont former 900 établissements scolaires, 900 classes au cours de cette année scolaire, pour vous montrer aussi à quel point ces actions, elles peuvent être généralisées. Un autre exemple qui me semblait important sur cet axe 1, c'est une action portée par une association qui s'appelle Liberté Couleur, qui s'appelle Culture du consentement. Cette action Culture du consentement, elle est partie d'un constat, c'est qu'il y avait de nombreuses plaintes de jeunes, d'étudiants, qui dénonçaient des violences sexistes, sexuelles dans les milieux festifs, dans les milieux étudiants. Et on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut enrayer cette problématique et permettre d'éviter qu'il y ait ces violences, notamment dans les milieux festifs. Et l'idée, c'est de travailler au consentement auprès des jeunes. Et cette association, depuis le début de l'année, elle a déjà sensibilisé de 1350 étudiants. Donc c'est pas des petites gouttes, alors c'est peut-être une petite goutte dans un grand océan de violence et d'inégalité, mais c'est vraiment aussi des actions qui touchent un grand public. Et voilà le travail, par exemple, qui est mené sur ce premier axe, égalité et prévention. On a un deuxième axe qui est un axe prise en compte de la violence. Et dans cet axe prise en compte de la violence, il y a eu différentes actions. Alors il y a des actions plus judiciaires et notamment travailler sur des audiences spécialisées, les pôles vifs, et je sais que ça sera abordé ensuite, donc je ne vais pas m'étendre sur cet aspect-là. Je vais vous donner quelques exemples très concrets de ce qui a pu être mis en place sur notre département et des vraies solutions. Quelqu'un tout à l'heure est venu me dire, j'espère qu'on ne sortira pas plombé de cette conférence. Eh bien, il y a des vraies solutions, notamment, on a l'ouverture de la maison des femmes Gisèle Halimi. Alors déjà, le nom Gisèle Halimi, je trouve que c'est un nom très fort pour cette maison des femmes et pour une avocate qui a passé sa vie à combattre les inégalités et qui a travaillé sur la question du viol notamment et de l'interruption de grossesse.
Et donc cette maison de Gisèle Halimi, cette maison des femmes, elle a ouvert au CHU depuis le mois de novembre, portée par 2 acteurs, donc l'hôpital, mais aussi l'ASFAD, un acteur historique rennais qui travaille quand même depuis plus de 40 ans sur la question de l'accompagnement des femmes victimes de violences et entouré de nombreuses associations telles que le planning familial, le CIDFF et SOS Victimes par exemple, qui interviennent à leur côté au sein de cette maison des femmes. Dans cet axe 2, on a aussi pu travailler avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, à l'ouverture du centre de psychotrauma. Il faut savoir que les violences, eh bien, elles ont des réelles répercussions sur les victimes. On dit parfois qu'un viol va avoir une même répercussion qu'un traumatisme de guerre pour les victimes, d'un point de vue neurobiologique par exemple. Et donc c'est nécessaire d'avoir des structures adaptées. Et un centre de psychotrauma régional a ouvert avec 2 antennes à Brest et à Rennes. Et on a la chance d'avoir au sein de Guillaume Régnier l'ouverture depuis quelques mois d'une équipe dédiée au psychotrauma. Sur notre département, on a aussi pu, grâce à ce schéma, mettre en place 8 intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie. Et ça, c'est des postes extrêmement importants et nécessaires puisque ce sont des travailleurs sociaux au sein des commissariats, au sein des gendarmeries, qui font le lien entre la justice, les forces de l'ordre et puis finalement tous les acteurs de l'accompagnement. Et puis un dernier exemple sur cet axe 2, eh bien, on va avoir aussi un dispositif qui s'appelle porteur de parole. Et je vous invite à creuser un petit peu ce dispositif si ça vous intéresse. Ce dispositif porteur de parole, ça permet à tout à chacun connaissant des faits de violence et avec, en lien avec une victime qui souhaiterait parler mais qui se sent mal à l'aise, qui ne sait pas comment faire, de pouvoir transmettre finalement sa parole à des autorités judiciaires, à des travailleurs sociaux, qu'il y ait une vraie transmission et que vous puissiez, vous, être porteur de parole pour une victime. L'axe 3, c'est la prise en compte des auteurs. Alors, ça a été un petit peu introduit tout à l'heure. Un des dispositifs clés et phares, c'est l'ouverture du centre de prise en charge des auteurs de violences, le CPCA, tel que nous on l'appelle dans notre jargon. Ce CPCA, ça permet de vraiment travailler sur l'accompagnement des auteurs. Alors vous me direz, accompagnement des auteurs et sujet de violences faites aux femmes, est-ce que c'est vraiment le bon axe? Et puis on s'est d'ailleurs nous-mêmes posé la question, puisque le CPCA est financé par le ministère des Droits des Femmes, est-ce que finalement c'était le bon ministère? Mais on sait aussi que pour lutter contre la récidive, il est nécessaire de travailler auprès de ces auteurs. Et notamment de les inciter, parfois de manière volontaire, et d'avoir des personnes qui sont, qui vont sans forcément être passées par les mains de la justice, mais aussi prendre leur téléphone, entendre une campagne de communication. Et le 25 novembre, notre ancienne ministre de l'égalité, Bérangère Couillard, était en visite justement au CPCA pour présenter une campagne nationale qui permet à des auteurs qui sentent qu'ils sont sur la tangente, voire qui ont déjà commis des actes mais sur lesquels il n'y a pas eu de plainte encore, de se dire si je sens que je risque de recommencer et que j'ai vraiment envie que ça change, je peux aussi prendre mon téléphone. Alors c'est rare pour l'instant, c'est pas la majorité, mais on peut espérer que ce dispositif il prenne de l'ampleur et qu'on ait de plus en plus d'auteurs qui s'en saisissent de manière volontaire. Et un dernier axe, et non des moindres, c'est la prise en compte des enfants mineurs. Pendant très longtemps, on a pensé que les enfants mineurs étaient des enfants témoins, puis ensuite des enfants co-victimes. Aujourd'hui, les enfants qui sont en lien et qui vivent dans des foyers de violence, où il y a des violences conjugales, sont considérés clairement comme des enfants victimes. Ils sont reconnus comme tels par la loi, ils peuvent être reconnus comme tels dans les procédures judiciaires, et c'est important de travailler à ce qu'ils soient entendus de la meilleure manière possible. Et donc dans cet axe 4, nous avons pu mettre en place l'ouverture de ce qu'on appelle les UAPED. Donc c'est des unités d'écoute pédiatrique au sein des hôpitaux où les forces de l'ordre vont se déplacer, où il y a une équipe avec des psychologues, avec des soignants, et vraiment pouvoir recueillir la parole des enfants dans des salles dédiées, non pas dans une salle d'audition classique, mais dans une salle avec des jeux, avec un système d'enregistrement particulier, avec parfois une vitre sans teint qui permet de pouvoir être en face à face avec un enfant et avoir d'autres policiers, d'autres professionnels qui écoutent ce qui se passe et qui peuvent réagir. Donc vraiment, un des exemples phares, c'est vraiment cette UAPED qui s'est développée sur Redon et avec également un renforcement de ce qui existait déjà sur Rennes et sur Saint-Malo.
Tout ça, c'est un travail qui peut paraître voilà, important, et pourtant c'est un travail qui a été réalisé en seulement 3 ans. Alors il y a des choses qui étaient déjà en action, il y a des choses qu'on continue à mettre en place. Et donc sur ce nouveau schéma, aujourd'hui on a décidé de le poursuivre de 2024 à 2027 sur les 3 prochaines années. Et j'espère que voilà, vous pourrez dans la presse peut-être voilà, d'ici l'été avoir justement les annonces officielles de nos autorités préfectorales et procureurs de ce nouveau schéma qui sera signé. Je ne l'ai pas dit, mais ce schéma il a été signé par de nombreux acteurs. Il a été signé par l'Éducation nationale, il a été signé par des collectivités, par le conseil départemental, l'ARS. Voilà, c'est vraiment l'idée de réunir l'ensemble des acteurs tous ensemble pour travailler sur un plan cohérent d'accompagnement et de lutte contre les violences faites aux femmes au sens large, puisqu'on va des violences conjugales aux violences sexuelles, aux violences sexistes, au harcèlement et également à la lutte contre la prostitution. Ce plan, il s'intègre dans le plan interministériel Toutes et tous égaux, qui est un plan qui avait été annoncé le 8 mars dernier, donc qui va fêter ses 1 an dans quelques jours, et qui porte 4 axes. Donc aujourd'hui, je vous ai plutôt parlé, comme c'était l'intitulé de cette conférence, des violences faites aux femmes, mais on va aussi parler dans ce plan interministériel de la santé des femmes. C'est vraiment la nouveauté en 2023. Jusqu'à présent, la santé des femmes, elle était peu intégrée dans les dispositifs nationaux en matière d'égalité femmes-hommes. Aujourd'hui, on sait que la santé des femmes, elle est différente, elle est spécifique, mais elle est aussi parfois en manque de moyens pour des problématiques spéciales. Notamment, je vais penser à la question de l'endométriose. On a la chance, par exemple, sur la région Bretagne, d'avoir un réseau Endobraise qui est extrêmement moteur, avec des chercheurs qui travaillent sur le sujet, des comités de patients. Mais voilà, la santé des femmes, c'est quelque chose d'important. La santé des femmes, je voudrais aussi le dire aujourd'hui, même si c'est pas le sujet, c'est important de savoir que la première cause de mortalité des femmes, c'est pas le cancer du sein, c'est les maladies cardiovasculaires. Et aujourd'hui, la majorité des soignants ne sont pas formés à reconnaître un infarctus chez les femmes. Parce que l'infarctus chez les femmes, c'est pas du tout le même symptôme que chez un homme. Et donc ça pose quand même beaucoup de questions aussi sur le fait de pouvoir avoir une santé qui va reconnaître les symptômes de manière différente selon qu'on est un homme et qu'on est une femme, pour pouvoir aussi mieux traiter ces problématiques. L'axe 3 de ce plan, c'est l'égalité professionnelle et économique. Il y a encore un petit peu de travail à faire pour l'égalité salariale. Je vous inviterai à éventuellement lire le rapport du Haut Conseil à l'égalité qui a sorti un rapport assez affligeant il y a quelques semaines où je n'ai plus le pourcentage en tête, mais un nombre qui n'est pas anodin d'hommes estime aujourd'hui, en 2024, qu'il est normal qu'un homme soit plus payé qu'une femme à travail égal. Donc on a encore un petit peu de travail à faire du côté égalité professionnelle et économique. Et enfin, un axe 4 sur la culture de l'égalité dont je vous ai parlé tout à l'heure. En termes de ressources, si vous voulez pouvoir regarder ce qui se fait au niveau national, mais aussi trouver des éléments peut-être pour orienter une victime, pour pouvoir avoir les numéros d'urgence, eh bien je vous invite à aller sur le site arrêtonslesviolences.gouv.fr. Et un outil qui me semble indispensable à connaître, c'est un outil de chat numérique qui permet, en rentrant son code postal, d'être orienté soit vers un gendarme, soit vers un commissariat de police en ligne. Alors, on a la chance que la plateforme nationale des gendarmes soit à Rennes. C'est une brigade numérique qui est basée à Rennes. Et on va avoir des gendarmes ou des policiers formés qui vont pouvoir répondre aux questions. Et des victimes qui auraient peur peut-être de franchir la porte d'un commissariat peuvent, de manière au départ anonyme, commencer à écrire, raconter leur histoire, pouvoir dire ce qu'elles vivent, et peut-être que ça va permettre aussi d'être réassurées et de prendre un rendez-vous et de pouvoir ensuite être reçues dans de bonnes conditions. Donc voilà, ce site Arrêtons les violences, c'est un peu comme le 3919, c'est vraiment quelque chose à connaître. Et je vais terminer avec un petit focus régional, départemental sur des outils aussi à votre disposition pour que vous ressortiez de cette soirée avec des éléments concrets. Nous avons, dans le cadre de ce précédent schéma dont je vous parlais, mis en place avec l'ARS et l'ORS, puis l'Observatoire régional de la santé, un site internet qui est le site internet stopviolencebretagne.fr.
qui permet alors aux professionnels de santé notamment, mais on a aussi décidé de l'ouvrir à tout public et notamment aux victimes grâce à ce petit bouton tout en haut « Je quitte vite » qui permet d'effacer l'historique et d'arriver sur une page neutre si jamais on doit consulter et qu'on est dans un milieu un peu insécure, qui permet de référencer l'ensemble des acteurs dont on peut avoir besoin quand on est victime, mais aussi quand on est proche, quand on est témoin, parce que il y a peut-être des personnes qui, dans cette salle, se disent « moi, dans mon entourage, j'ai des personnes qui sont victimes et j'aimerais pouvoir les orienter, mais je ne sais pas vers qui les orienter ». Donc cette plateforme, elle a une cartographie interactive, on rentre son code postal, on peut choisir un périmètre de plusieurs kilomètres selon les distances qu'on peut parcourir, on peut choisir les besoins. Est-ce que j'ai besoin d'aide pour mes enfants? Est-ce que j'ai besoin d'aide de santé? Est-ce que j'ai besoin d'aide d'accès aux droits, de social? Et de pouvoir avoir l'ensemble des interlocuteurs qui sont référencés sur cette cartographie. Et enfin, je vous ai mis 2 outils à votre disposition à la sortie. Et je vous invite à en prendre par paquet, déjà ça m'évitera de les ramener. Et puis en plus, plus vous allez les diffuser, plus ils vont être connus. Donc un premier petit flyer qu'on édite tous les ans au niveau de la préfecture. Celui-ci, donc c'est celui pour l'Ille-et-Vilaine, qui référence, alors cette année on a été un petit peu plus dans le numérique et moderne, on a fait un QR code, donc voilà, vous pouvez accéder sur le site internet à la version numérique et puis sinon sur la version papier à l'ensemble des numéros des associations qui sont sur le territoire par secteur géographique, avec également les numéros nationaux. Et vous avez par exemple, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous avons la chance sur notre département d'avoir quand même une ligne téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, départementale, portée par la SFAD, et donc qui a intégré la Maison des Femmes désormais. Donc voilà, vraiment un petit flyer avec l'ensemble des données. Et puis également, je vous ai mis à disposition le violentomètre que nous éditons préfecture de région et région Bretagne. Ce violentomètre, c'est un outil qui permet à tout à chacun de se situer dans le cadre d'un couple sur ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Alors, il ne faut pas attendre d'être dans le rouge vif pour estimer que c'est pas normal, hein. On est d'accord que dès le orange, ce n'est plus bon et qu'il faut commencer à se poser des questions. L'idée, c'est vraiment d'avoir une échelle, un petit peu comme l'échelle de la douleur pour les soignants, de pouvoir aussi se rendre compte de ce qui est acceptable ou pas. À titre d'exemple, dans le orange, on va avoir « se moque de moi en public ». Alors, on ne parle pas de la petite blague dans un couple qui va faire rire et qui est sous l'autodérision. On parle vraiment de « je me moque de mon conjoint ou de ma conjointe de manière régulière parce que je sais que ça va permettre qu'elle va se sentir dévalorisée, qu'elle va perdre confiance en elle et que peut-être comme ça je pourrais plus l'isoler. Et je vous invite à regarder toutes les ressources, notamment sur le site Arrêtons les violences, notamment sur le cycle des violences qui est très bien expliqué. Donc vous avez ce violentomètre et je ne l'ai pas avec moi mais c'est là-bas. Vous avez également une affiche avec les numéros d'urgence locaux et nationaux. Et alors ça, vraiment, je vous invite, prenez-en des paquets, inondez vos pharmacies, vos boulangeries, vos médecins, les salles d'attente, les clubs de sport. Voilà, plus on aura d'affiches partout, et pas seulement dans les commissariats, parce que quand on va au commissariat, c'est que déjà on a franchi la porte. L'idée, c'est que ça soit vraiment dans l'ensemble des lieux. Donc voilà, je vous invite vraiment à en prendre le plus possible pour inonder déjà Saint-Grégoire, mais aussi l'ensemble des communes et puis de vos réseaux aussi professionnels ou personnels pour avoir un meilleur dépistage et une meilleure orientation des victimes. Je vous remercie et je serai à votre disposition tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup. Bonsoir. Il y a quelques instants, on nous invitait à inonder Saint-Grégoire. Je pensais immédiatement à ces gouttes qui, depuis tout à l'heure, tombent les unes après les autres. Moi, ce n'était pas l'image de l'inondation qui me venait, ce n'était pas cette image qui me venait, c'était certains des supplices qu'on a imposés à des femmes au Moyen-Âge. Des femmes parce qu'elles étaient sorcières, parce qu'elles n'étaient pas comme on les imaginait, ou bien souvent parce qu'elles avaient refusé la contrainte, qu'elles avaient refusé de céder à un homme qui voulait faire d'elles cet objet de domination et cet objet sexuel.
C'est cela. Depuis tout à l'heure, ces gouttes qui tombaient me perturbaient, mais c'est cela, parce que lorsque j'ai lu les féminicides, une histoire mondiale de Christelle Tarot, que j'ai lu Les sorcières de Mona Chollet, je me suis dit que c'est fou combien nous avons dans nos sociétés retourné une égalité naturelle. Je reprends le terme que tu employais tout à l'heure, Aude. Une égalité naturelle qui faisait qu'au XIIIe siècle, on ne se posait pas la question d'une féminisation des professions. Docteur a eu un E en français, avant que des hommes de l'Académie nationale en décident autrement. De très nombreuses professions avaient des E, avaient des formules féminines qui aujourd'hui heurtent encore l'oreille parce que nous n'y sommes plus habitués. Mais je ne suis pas historien, je ne suis que magistrat, praticien du droit. Cela fait exactement 20 ans que je pratique le droit. J'ai été substitut du procureur pendant 5 ans. Donc j'ai reçu des plaintes, j'ai géré des gardes à vue. J'ai décidé ce que l'on allait faire des procédures, si on les classait sans suite ou pas, si on allait à l'audience. Je suis allé requérir à l'audience au tribunal correctionnel, à la cour d'assises. Ensuite, je suis devenu juge et j'ai été juge d'application des peines, j'ai été juge d'instruction, j'ai été président correctionnel pendant de très nombreuses années. Parallèlement, j'ai toujours enseigné le droit pénal. Et enseigner le droit pénal depuis 20 ans sans avoir en tête les violences faites aux femmes, c'est être passé à côté de ces 20 dernières années. Je vous dis, entrée en fonction 2004, il y a exactement 20 ans. Auparavant, j'ai fait mes études de droit pendant un certain temps, donc des années que je suis dans le milieu juridique, et je suis très attentif aux termes que nous employons. Tout à l'heure, vous avez évoqué, Madame Cormier, les différents vocables qui ont été usités. En 2004, quand j'ai commencé, on parlait de violence conjugale. Ensuite, on a commencé à parler de violence domestique, d'ailleurs un terme qu'utilisent beaucoup plus les Espagnols. Et j'évoquerai souvent les systèmes étrangers parce que je pense que nous pourrions encore beaucoup nous en inspirer. De l'Espagne, du Canada, du Québec, Canada, de l'Espagne, la Belgique, de la Suède, peut-être irons-nous jusque-là. Donc violence conjugale, violence domestique, violence faite aux femmes, violence intrafamiliale, violence de genre, vous le disiez. Vous évoquiez la Convention d'Istanbul de 2011. Convention d'Istanbul qui contient un article 36 qui s'applique sur l'Europe entière. Nous n'aurions pas dû avoir besoin d'une directive pour que le consentement soit au cœur de la définition du viol. J'anticipe déjà ce que je dirai à la fin de cette conférence. Mais l'article 36 de la Convention d'Istanbul prévoit que le consentement doit être au cœur de la définition du viol. Nous l'avons ratifié. Ce texte s'applique sur le territoire français. Mais je ne suis que magistrat. Quelques dates également que j'aimerais évoquer avec vous pour dire que cette question des violences faites aux femmes est une question nouvelle, entre guillemets, une question générationnelle pour les magistrats. La première femme magistrate a été nommée en 1946. Jusqu'en 1946, aucune femme n'avait le droit en France de rendre justice. Pas plus qu'elle ne pouvait ouvrir un compte bancaire en son nom propre. Et il lui faudra encore 30 ans pour pouvoir disposer d'un certain nombre d'autres droits, mais ils ont été évoqués par Mme Cormier. Je dois beaucoup à des femmes, non seulement parce que ma mère en est une, c'est évident, mais aussi parce que ce sont elles qui m'ont révélé un certain nombre de choses. Devant moi, j'ai un certain nombre de livres. Habituellement, ce sont mes codes, code pénal, code de procédure pénale. Là, ce sont des ouvrages, un d'un homme et les 3 autres de femmes. Je vous ai déjà évoqué Mona Chollet, j'ai évoqué d'autres autrices ou auteurs, parce que certaines veulent qu'on dise auteur avec un E, et je laisse à chacune le choix de l'appellation. Mais ces femmes qui nous ont éveillés, je pense également à une femme dont un des ouvrages se trouve sur cette scène, c'est le livre de Victoire Tuaillon, Le cœur sur la table. C'est la reprise de tous ses podcasts et de ses enregistrements. Elle a aussi fait un podcast qui s'appelait Les couilles sur la table. Allez écouter les podcasts. La génération beaucoup plus jeune que celle présente dans la salle, et que mes enfants même, connaissent ces podcasts. Ce sont des podcasts qui ont pour objectif de mettre le doigt sur cette banalité du sexisme tel que nous l'avons. Vous évoquiez le rapport du Haut-Commissariat à l'égalité. Lorsque je pense que ce rapport confirme les termes du rapport évoqué également par Muriel Salmona dans son livre noir sur les violences sexuelles, qui rapporte que jusqu'à 37% des 18-24 ans considèrent qu'une femme qui dit non, en fait, elle veut bien. Qu'une femme
veut être violentée. C'est ce que considèrent entre 34 et 37% les 18-24 ans. Donc cette génération qui est le plus d'éveil en termes de pornographie sur Internet. Mais je passe sur cette notion qui me surprend toujours autant, que nous ayons une telle proportion. Mais c'est parce que tout cela est au cœur de notre modèle. Si j'évoque Victoire Tuaillon, c'est parce qu'elle a aussi voulu très régulièrement montrer les conséquences dramatiques pour le développement de notre société de tout ce système patriarcal. Ce système patriarcal, c'est lui qui est à la base de notre droit. C'est un praticien du droit qui vous le dit. Il a fallu attendre 1984, pour que la première fois la Cour de cassation retienne un viol entre un mari et son épouse en cours de divorce. Il y avait déjà une procédure de divorce. Avant 1994, une femme, même si elle était violentée pour avoir des relations sexuelles, elle ne pouvait pas se plaindre. Juridiquement, notre droit était ainsi fait qu'on était dans les règles habituelles, ce devoir conjugal, cette obligation conjugale, devrais-je dire plutôt. 1990, c'est la date à partir de laquelle on a considéré que même un couple qui n'est pas encore en instance de divorce, un homme et une femme qui sont en couple normal, ils n'ont pas envisagé le divorce, eh bien il faut attendre 1990 pour que l'on puisse retenir qu'un viol existe. Auparavant, on disait circuler, il n'y a rien à voir, le droit pénal ne doit pas aller plus loin que la table de chevet. Le lit conjugal est un espace de d'absence de droit, on va dire. De non-droit. Il y a un lapsus féministe qui est ressorti là, pardon. J'évoquerai également un livre, alors là c'est un homme, Mathieu Palin, Nos pères, nos frères, nos amis. Ce n'est pas un juriste, ce n'est pas un sociologue, c'est un journaliste. Pendant des semaines et des semaines, il a suivi des groupes de parole, il a suivi des hommes qui étaient condamnés, qui devaient participer à des groupes de sensibilisation aux violences conjugales, notamment. On est dans la région lyonnaise, et il rapporte les propos exacts qui sont portés par ces hommes. Il dit, mais elle l'avait bien cherché, je comprends pas, elle me provoque, je rentre tard, elle peut quand même préparer le dîner, elle va pas se plaindre d'avoir pris une gifle. Ces propos sont tenus par des hommes qui ont déjà été jugés, qui se retrouvent dans des dispositifs de peine alternative, on va dire, ou autres. C'est très marquant. Certains hommes changent leur discours, nous dit Mathieu Palin, avec juste ce regard d'observateur. Hein. Il n'a pas la valeur d'un sociologue. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais l'avantage de ce livre, c'est qu'il est très accessible. Ce n'est pas une étude statistique, ce n'est pas une étude sociologique, mais ça révèle la banalité du mal. Là, je reprends le titre d'un podcast avec Gwenaëlle Lassueur et Pierre-Guillaume Prigent, qui ont été entendus par Victoire Tuaillon. Cette femme et cet homme, sociologues, ont beaucoup travaillé sur la notion de contrôle coercitif, et j'en parlerai dans quelques instants. Mais j'ai évoqué une formule, elle l'a bien cherchée. J'ai entre les mains un petit ouvrage qui est sorti novembre dernier, Gonella la Jolie-Cause, une haute magistrate, première présidente de la Cour d'appel de Poitiers, également présidente de la Conférence nationale des premiers présidents. En clair, elle est la représentante de tous les plus hauts magistrats de France. Elle a été juge d'instruction, elle a été juge aux affaires familiales. Elle commence son livre ainsi. Madame la juge, elle l'a bien cherché, elle fait tout pour m'énerver. Vous savez, elle aussi, elle est violente. J'ai pété un câble, mais je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas violent. C'est elle qui m'a fait devenir comme ça. C'était pour la remettre dans le droit chemin. Ma femme, dès qu'on la touche, elle a des bleus. C'était juste une gifle. Et d'ailleurs, on est revenus ensemble. Ça va bien maintenant. Elle poursuit. Voici les phrases que j'entends à longueur d'audience pénale. Ce que disent les hommes accusés de violence sur les femmes devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Effectivement, elle dit cela. Pendant des années, j'ai requis aux audiences ou présidé des audiences et j'ai entendu ce discours. Nous avons, au cours des 20 dernières années, développé un grand nombre de dispositifs. Madame Cormier en a beaucoup évoqué, donc je ne reviendrai pas dessus. Je dirais juste sur les dispositifs de protection, le bracelet anti-rapprochement. On l'a dit tout à l'heure, ce dispositif qui rassure les victimes. Au 1er septembre 2023, la France en avait 1014 qui étaient actifs, donc qui étaient opérationnels.
L'Espagne, au même moment, on avait 4 fois plus d'opérationnels. Sur les téléphones grave danger, 17 800 au 1er septembre 2023 en Espagne. En France, on était à 3 600. On est à peine un quart sur chacun de ces dispositifs de protection. Et je vais vous parler forcément de l'Espagne, car depuis 2004, l'Espagne a mis en place, avec la loi de protection des femmes, on va dire pour faire résumer, un cadre qui protège effectivement les femmes, qui a spécialisé des juridictions. Nous avons créé des pôles spécialisés, mais pas des juridictions spécialisées. J'expliquerai, ou peut-être dans les questions tout à l'heure, la différence majeure qu'il y a. Mais les Espagnols sont entrés dans une culture complète, en rupture avec notre schéma patriarcal. Les termes du débat aujourd'hui sur le consentement que nous avons eu en France, l'Espagne nous regarde avec des yeux qui ont 20 ans d'avance. Ou alors nous en avons 20 de retard, je ne sais pas. Les Espagnols, dans cette loi de 2004, la loi cadre qui a été développée, ont mis en place des systèmes très très performants, notamment le dispositif Biogen pour violence de genre, violencia de género. Violence de genre, avec des policiers qui peuvent assurer une surveillance 24/24 devant le domicile des victimes. On n'est pas simplement avec un bracelet qui va créer une alarme et qui va prévenir les services de police qu'il y a la personne qui est à moins de 500 mètres. Parce qu'en France, c'est ça le dispositif. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien, et heureusement que nous l'avons, ce dispositif. En Espagne, il y a des milliers de policiers et de gendarmes qui assurent une surveillance continue des victimes. On a un chiffre des féminicides beaucoup moins important qu'en France. Même si en 2022, ils ont constaté un effet de seuil, comme si malgré toutes ces mesures de protection, qui sont, à mon avis, les mesures optimales qu'on pouvait imaginer avec le droit pénal espagnol, ils se sont rendus compte que la diminution continue des féminicides avait atteint un seuil. Mais on est quand même à 3 à 4 fois moins qu'en France. C'est dire qu'avec ces dispositifs, on a pu envisager des choses précieuses. De nombreuses démarches ont été faites, des sensibilisations sont intervenues, on a créé des maisons de sensibilisation, on a fait des formations un peu partout. Mais je vais reprendre Gwenola Joly-Coz, car Gwenola Joly-Coz exprime avec beaucoup de lucidité et d'honnêteté intellectuelle une analyse que je partage et que partagent beaucoup de magistrats. Nous-mêmes, nous étions déphasés. Nous-mêmes, nous n'étions pas formés. Nous-mêmes, nous ne comprenions pas. Et elle va dire... Vous attendez impatiemment, je suis navré. Elle dit que la société a bougé, et moi avec. Conscientisé par les féministes, convaincu par les universitaires, touché par les victimes, emporté par MeToo, j'ai profondément modifié mon approche de magistrate. J'étais juge aux affaires familiales dans les années 2000. J'avais 30 ans. D'abord, on m'indiquait qu'il fallait séparer l'homme en deux, le mari et le père. Aujourd'hui, on va vous dire l'acteur et l'homme violent, ou le violeur. Elle dit « Je ne pouvais avoir une opinion globale au nom de l'axiome « Un mauvais mari peut être un bon père ». Oui, on nous a appris et nous avons tous été convaincus que ce n'est pas parce qu'un homme était violent à l'égard de sa femme qu'il l'était à l'égard de ses enfants. Ce qui faisait que nous avons maintenu pendant des années, des mesures, même des mesures de résidence alternée, c'est le principe dans la loi, en se disant quelles que soient les violences qui ont été subies. Nous opérons aujourd'hui un changement complet de paradigme. Vous parliez de la Civise. Édouard Durand, qui est un camarade de promotion, cela fait des années qu'il le dit. Un homme violent est un homme qui, de toute façon, instille dans l'esprit de ses enfants un climat de violence. On arrive aujourd'hui à un changement complet de la vision de cela. On aura du mal aujourd'hui à entendre, et c'est pourtant encore le cas dans les audiences devant les juges aux affaires familiales, ah mais ok, il a été violent avec sa femme, ok, il l'a très fortement blessé, mais il n'a jamais levé la main sur ses enfants. On sait dans l'analyse des psychotraumatismes combien le fait d'avoir été même victime, enfin témoin de cela. D'ailleurs, la loi nous dit qu'un enfant maintenant qui est témoin de violences conjugales doit être considéré comme une victime de ces violences conjugales. Pas besoin qu'il ait pris un coup, il a vu cela. La loi même instaurait en circonstances aggravantes des violences le fait qu'un mineur était présent au moment de cette scène. C'est dire que le législateur a intégré que ce climat allait nécessairement avoir des incidences sur le comportement des enfants.
les pôles violences intrafamiliales qui ont été créés en France, il y a eu une grosse discussion. Est-ce qu'il fallait faire une juridiction comme en Espagne ou pas? La discussion a été rapidement achevée. Nous n'avons pas les moyens en termes d'effectifs. On ne pouvait pas imaginer dans les juridictions qu'il y ait des juridictions spécialisées qui ne fassent que ça. Mais en Espagne, vous avez les mêmes magistrats qui siègent pour statuer à la fois sur les contentieux d'affaires familiales, la résidence des enfants, l'exercice du droit de visite et d'hébergement, qui vont aussi sanctionner les infractions pénales, qui vont interdire d'aller à tel ou tel endroit, qui vont décider qu'une surveillance de police ou de gendarmerie va être mise en place. Vous avez besoin du micro là-haut ou pas? Est-ce que vous m'entendez sans le micro? Ça évitera peut-être le grésillement. Alors on va faire comme ça. Donc ce sont des pôles dédiés aux violences intrafamiliales qui ont été créés. Ces pôles ont pour objectif de faciliter, d'augmenter la formation des magistrats qui vont intervenir et de créer des systèmes de coordination de plus en plus développés. On a même créé un outil numérique, le SISPOF, qui a pour objectif de mettre en concertation toutes les informations que nous avons. Il restera toujours que le même juge ne pourra pas statuer sur la garde des enfants, enfin sur la résidence des enfants, sur des mesures de protection, l'assistance éducative comme un juge des enfants, ou sur une condamnation pénale. Ce que les Espagnols ont pu faire, nous ne pouvons pas avec notre cadre pénal. Mais ces pôles intrafamiliales, avec les schémas directeurs que vous évoquez, vont de toute façon générer une plus grande connaissance en interne dans les juridictions. Si j'évoque un certain nombre de sociologues, de penseurs, de magistrats qui ont pu écrire sur ces données, c'est parce que c'est là, à mon avis, la base de la réflexion collective. Et un exemple de cette réflexion collective, c'est sur la notion de contrôle coercitif. Le contrôle coercitif, il y a encore quelques années, je pense que peu de personnes dans cette salle connaissaient, à part le sociologue américain Evan Stark et les sociologues ou les psychologues qui se formaient un peu partout en Europe ou aux États-Unis, en Nord-Amérique aussi, on va dire au Canada, cette notion n'était pas connue. Désormais, elle est diffusée de plus en plus. Nous avons, quel que soit le réseau social sur lequel nous voyons des informations récentes, nous voyons qu'il y a eu des publications. Andrea Grueff-Vintila a publié un ouvrage sur le contrôle coercitif en novembre dernier. Il y a un débat sur l'instauration de cette notion dans notre droit pénal. Est-ce que nous devons créer une infraction comme l'ont fait les Écossais? Les Écossais ont décidé en 2018, le contrôle coercitif devient une infraction pénale, on va le sanctionner et il y aura une peine envisagée. Qu'est-ce que le contrôle coercitif? Je reviens aux sources, à Evan Stark. Il disait du contrôle coercitif qu'il s'agit de diverses tactiques, physiques ou non, utilisées par le conjoint violent pour isoler, dégrader, exploiter et dominer sa partenaire en la privant de liberté. L'agresseur régule et surveille les activités quotidiennes de sa femme et de ses enfants, et ce contrôle continue de s'exercer même en son absence. C'est la vision d'un sociologue. Vous avez des juristes qui définissent de plus en plus cette notion. Il y a notamment Isabelle Dréan-Rivette, qui est une magistrate. Je vous invite à lire ses posts sur LinkedIn ou ailleurs. Elle explique, elle vulgarise cette notion. L'idée du contrôle coercitif, si jamais nous le mettions dans notre droit, je ne sais pas s'il faut ou pas, et je ne me prononcerai pas là-dessus, mais dans le débat actuel, il y a l'idée que le contrôle coercitif, si chacun des actes est pris isolément, il n'est pas constitutif d'une violence, il n'est pas constitutif d'un harcèlement, il n'est pas constitutif d'une infraction pénale. Mais par contre, le fait d'humilier, de mépriser, d'interdire de sortir, de faire une remarque sur la jupe, de faire des blagues déplacées, tout cela, mis bout à bout, crée un système de dévalorisation où la femme perd, déjà, c'est le cas avec ce schéma social patriarcal que nous avons, mais même au sein du couple, nous avons une dégénérescence de la reconnaissance du statut d'être humain de cette femme dans le contrôle coercitif. Il y a des items qui sont évoqués par les sociologues, je pense notamment à Pierre-Guillaume Prigent, à Gwenole Asseur, et puis à Simon Lapierre au Canada. Il parle des actes de violence physique, l'intimidation, le harcèlement, les humiliations, la privation et l'imposition de règles sur la façon de s'habiller, sur la façon de se maquiller. Tout cela, c'est un ensemble de comportements qui, on le voit, petit à petit, emprisonnent la femme et qui, souvent, entrent dans une forme de banalisation. Ça a toujours été comme ça. Ma mère, c'était comme cela. Ok, il faut que je prépare le repas et j'ai échangé
l'organisation des repas parce que ça ne lui convenait pas. L'horaire, il fallait que ce soit le sien parce qu'il fallait que ça lui convienne. Une suradaptation des femmes. Donc cette idée de contrôle coercitif aurait cet avantage de pouvoir donner un regard différent sur la construction du schéma patriarcal et du schéma conjugal surtout. En novembre dernier, la Cour d'appel de Poitiers a organisé une audience dédiée. C'est la Chambre des appels correctionnels et c'est Gwenaëlle Jolicose, première présidente, qui a présidé cette audience et qui a rédigé 5 arrêts notamment qui ont été publiés. Alors ils ont été anonymisés pour qu'on ne connaisse pas le nom des personnes, mais elle a pris les faits qui étaient reprochés, qui étaient pour certains des menaces de mort, d'autres des violences physiques, d'autres du harcèlement, c'était les qualifications pénales qui avaient été retenues, et elle a développé avec le prisme du contrôle coercitif pour expliquer, voilà, tout cela s'insère dans ce schéma, où, au fur et à mesure, nous avons un oubli de la femme et un oubli du respect qui lui est dû. J'avais noté, surligné, bon, on reviendra dessus tout à l'heure si nous en avons le temps, car il y a d'autres notions que je voudrais évoquer avec vous. En tout cas, le contrôle coercitif, dernier petit écho que je voudrais apporter à l'instant. L'été dernier, le Canada a réfléchi à l'instauration du contrôle coercitif dans son champ pénal, en faire une infraction aussi, comme les Écossais. Je trouvais ça intéressant, parce que l'idée contrôle coercitif, ça venait des États-Unis, Evan Stark, c'est passé, l'Écosse l'a pris, ça repartait, ça refranchissait l'Atlantique. Au même moment, les Écossais faisaient les premiers constats qu'il n'y avait pas une augmentation très importante du nombre de condamnations au total. C'est que des condamnations qui auparavant étaient envisagées au titre du harcèlement sont devenues des condamnations au titre du contrôle coercitif. Donc le bilan n'est pas si positif que cela. Mais l'énorme avantage, c'est qu'il a permis de donner une grille d'analyse totalement différente. Et quand je vous parle des arrêts de la Cour d'appel de Poitiers, qui, avec ce prisme d'analyse du contrôle coercitif, remettent tout en perspective, ces femmes sont capables de dire « mais je ne peux rien faire ». Mais ça veut dire quoi? Mais il ne veut pas, j'ose pas. Dit comme cela, pénalement, on ne peut pas l'intégrer dans une réflexion. Mais si on arrive à l'analyser dans ce schéma de domination continue et d'oubli de ce qu'est la femme, on arrivera à voir différemment aussi notre champ pénal. Dans son ouvrage publié tout début du mois, La fin de l'impunité, Isabelle Rome, ancienne ministre d'égalité, qui est magistrate, qui est désormais qui est revenue en juridiction, Isabelle Rome appelle à l'introduction de la notion de contrôle coercitif dans le droit pénal. Elle fait ce choix en considérant que poser un mot, même dans le code pénal, c'est aussi l'imposer dans le débat social. Et c'est avec ce même raisonnement qu'elle envisage l'introduction de la notion de féminicide dans le droit pénal. Notre droit pénal en France, notre code pénal ne parle pas d'homicide, il parle de meurtre. C'est l'analyse doctrinaire. Les professeurs d'université, les magistrats, et quand nous parlons tous ensemble, on va parler d'homicide. Mais la loi, l'article 221-1 dit « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre ». On ne nous dit pas « Un homicide est puni de 30 ans d'emprisonnement », on nous dit ce qu'est un meurtre. Dans notre langage, nous avons dit homicide. Le meurtre, c'est peut-être un meurtre de femme ou d'homme. Faut-il introduire le féminicide dans le droit pénal ? Isabelle Rome dit elle-même que sa réflexion a beaucoup évolué sur ce sujet parce qu'au départ, elle était opposée en disant « Nous avons déjà une circonstance aggravante. Dans notre droit pénal, lorsque un homme tue sa femme, son épouse, sa concubine ou sa partenaire dans le cadre d'un Pacs, c'est une circonstance aggravante et au lieu d'encourir 30 ans de réclusion, c'est la perpétuité qu'il risque. Donc il y a déjà de fait une sanction plus importante liée au fait que nous ayons tué notre compagne. Nous, je fais un nous générique des hommes. Quel est l'intérêt alors de le faire? Isabelle Rome dit, c'est aussi posé dans le texte qu'il y a certains meurtres de femmes qui sont faits parce qu'elles sont femmes et pas simplement parce qu'elles sont la compagne. Notre droit français, d'ailleurs le décompte des féminicides en France est lié à cela, à la relation conjugale. Une femme est tuée dans la rue par un homme qu'elle ne connaît pas, quel que soit le motif de cet homme, si cet homme se dit « c'est parce que c'est une femme, je la tue », on ne le comptera pas dans les féminicides. Or, il y a de nombreux autres États dans le monde qui considèrent que dès lors qu'une femme est tuée parce qu'elle est femme, ça doit être compté comme un féminicide. C'est un vrai débat. Aujourd'hui,
Le féminicide français, tel que nous l'entendons, c'est un féminicide, enfin c'est un meurtre conjugal. Point. Ce n'est pas la mort donnée à une femme parce qu'elle est femme, c'est la mort de sa compagne. Donc on a un débat qui est différent. Dans notre droit français, parce que je suis rigoureux et que je n'aime pas dire les choses à moitié, nous avons déjà une circonstance sexiste. Depuis 2017, le droit français prévoit que tout acte commis avec une finalité sexiste, donc en raison du sexe ou de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre réelle ou supposée, c'est une circonstance aggravante. Donc un meurtre qui serait commis parce que c'est une femme, on encourt également la perpétuité. Mais qui dans cette salle connaissait cette circonstance aggravante de finalité sexiste? J'ose même dire que peu de juristes connaissent cette finalité. Je ne voudrais pas dire que mes collègues magistrats ne la connaissent pas. Ce serait faux et ce serait irrespectueux. Mais beaucoup de juristes ne la connaissent pas. Et ça ne vient pas spontanément à l'esprit. On a en tête le mobile raciste, mais c'est la même notion qui peut être retenue pour le mobile sexiste, pour aggraver. Mais on en revient tout de même à ce que disait... Il faut que je... J'abrège, c'est ça? Non. Je ne regarde pas le temps, je n'ose pas. Dites-moi. On en revient à ce même débat. Poser les termes dans le droit permet aussi à chacun de regarder les choses en face. Deux exemples étrangers. La Belgique, en 2023, a créé dans son champ pénal la notion de féminicide, avec la loi Stop Féminicide du 29 juin. Mais les Belges n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont donné 4 définitions de féminicide. Je lis quelques instants un extrait de l'ouvrage d'Isabelle Rome. 4 types de féminicide. Le premier, le féminicide intime, soit celui intentionnel d'une femme en raison de son genre, commis par un partenaire ou par un membre de la famille au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu honneur, ou pour d'autres motifs. Les 3 autres meurtres visés sont le féminicide non intime, homicide intentionnel d'une femme en raison de son genre, commis par un tiers, cet homme dans la rue que j'évoquais. Pour nous, c'est un meurtre. Point. Le féminicide indirect, c'est un homicide non intentionnel d'une femme en raison de son genre lorsqu'il résulte de pratiques qui causent un dommage aux femmes, comme une mutilation génitale ou le suicide. Donc le fait de pousser une femme au suicide est considéré désormais en Belgique comme un féminicide. Ces femmes nombreuses qui, dans le cadre d'un contrôle coercitif très très poussé, ont tellement perdu le respect d'elles-mêmes qu'elles se suicident, eh bien la Belgique désormais considère que c'est un féminicide. De même, une femme à qui on imposerait une mutilation génitale pour des raisons religieuses la plupart du temps et qui décéderait à la suite de cette opération, c'est un féminicide. Donc la Belgique, là, ouvre une voie qui était encore inégalée. Aucun autre État dans le monde n'avait envisagé d'aller aussi loin dans ces notions de féminicide. Il y a des très bons dispositifs qui ont été mis en place au Canada, mais je le réserverai pour les questions tout à l'heure. Est-ce que j'ai encore quelques instants pour parler de violences sexuelles ou vous voulez qu'on passe aux questions? Non. Très bien. Je suis intarissable et très bavard, je suis navré. Sur chacun de ces thèmes, quand j'interviens habituellement dans mes étudiants, j'ai 3 ou 4 heures à chaque fois, donc c'était difficile de faire un choix. Nous avons évoqué tout à l'heure la Convention d'Istanbul pour la lutte contre les violences faites aux femmes. C'était le premier traité international qui posait un cadre et qui imposait aux États une protection à mettre en place. Je vous ai parlé de l'article 36 de cette convention qui posait que le consentement devait être au cœur de la définition du viol. Je l'évoquais parce que c'est notamment une des raisons pour lesquelles vous m'avez invité en novembre dernier, le 22 novembre, avec Audrey Darsonville, professeure de droit pénal à Nanterre. Nous avons publié une tribune dans le journal Le Monde intitulée, dont l'objectif était d'expliquer pourquoi il nous semblait nécessaire de mettre le consentement au cœur de la définition du viol en France. Le viol en France, et toute agression sexuelle, c'est la même chose, ne peut être retenu, on ne peut condamner que s'il y a eu usage de violence, menace, contrainte ou surprise. Un homme qui attaque une femme avec un couteau dans la rue où il y a des violences. Un homme qui rentre de nuit dans la chambre d'une étudiante, ne dit rien, il profite de son sommeil, de son ivresse pour la pénétrer, oui, il y a viol, ce qu'on appellera la surprise. Si on dit à une femme, si tu te refuses, c'est ta fille qui passera dans mes bras,
c'est de la menace ou de la contrainte. On a des discussions sur les deux. Si on est dans un phénomène d'emprise totale avec une personne qui est totalement dépendante et que l'homme sait qu'il abuse de cette contrainte, parfois financière, parfois même hiérarchique, on pourra considérer qu'il y a contrainte. Mais il y a un grand nombre de situations. Alors, pour toutes ces situations, on pourrait condamner l'homme. Je dis l'homme parce que 90% des faits de viol sont commis par des hommes. On pourrait condamner avec le droit pénal actuel. La question est de savoir si ça changerait la donne en mettant le consentement au cœur de la définition. Je ne suis pas législateur, je ne suis pas garde des Sceaux. Je constate juste que la France s'est opposée à l'introduction dans une directive européenne de cette notion de viol à l'article 5. L'article 5 qui était prévu dans la directive européenne a été écarté, alors que c'était une forme très proche de l'article 36 de la Convention d'Istanbul qui s'applique et à la France et donc l'Union européenne entière. Pour moi, j'en suis persuadé, mais non pas par conviction personnelle ou militante, mais parce que j'ai observé dans l'exercice de mes fonctions que dans de nombreux cas, je croyais des femmes victimes. Je me disais, ce qu'elle me dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a eu peur pour sa vie, elle n'a pas osé réagir. Elle est restée tétanisée, sidérée, dissociée. On va prendre les termes que vous voudrez, les termes de psychiatrie que je ne maîtrise pas personnellement, je ne suis que magistrat. Mais il y a de nombreuses femmes qui ne peuvent pas parler, qui n'osent pas parler pour dire non, qui sont sous l'effet de la peur. Et avec notre droit pénal, aujourd'hui, si je n'arrive pas, moi, juge, à prouver que l'homme savait que cette femme était tétanisée et que si elle n'a pas bougé, c'est parce qu'elle avait peur de lui, si je ne peux pas prouver ça, je ne peux pas le condamner. Les hommes nous disent « elle n'a rien dit, elle ne s'est pas opposée, elle ne s'est pas débattue, comment vouliez-vous que je sache qu'elle ne voulait pas ?» En France, une femme qui ne se débat pas, qui ne dit rien, dans la plupart des cas, nous ne pourrons pas condamner. Or, nous savons aujourd'hui, avec les travaux que ce soit de Muriel Salmonet ou d'autres psychiatres et des psychologues, qu'une femme en état de peur, de stress, de sidération peut être même dans un mécanisme vital de protection. Ne rien faire, c'est son esprit part. Je fais vraiment un grand résumé. Je pense que si des psychiatres sont dans la salle, je vous remercie de prendre la parole après pour mieux détailler ces propos. Mais je vous invite à lire Les pièges du consentement, un ouvrage de Catherine Lemaguérès, qui est doctoresse en droit, qui a fait sa thèse sur la notion de consentement en France et dans le monde entier. Donc avec Catherine, lorsque nous discutons, nous parlons de la Suède, du Canada, de la Belgique, de l'Espagne désormais, et de nombreux autres pays. Et toute sa thèse, résumée dans cet ouvrage, est de constater que dans notre droit pénal français, nous avons une présomption de consentement. À savoir que si elle n'a rien dit, c'est qu'elle était d'accord. Et comme je ne pourrais pas condamner si l'homme ne savait pas qu'elle s'opposait et qu'elle dit, eh bien, pas de condamnation. Par contre, si je m'en vais avec cette montre-là, à l'instant, qu'est-ce que je viens de faire? Un vol. Je viens de le voler. Ben, pour toi, elle n'a rien dit. Elle ne s'est pas opposée, elle n'a pas crié. Comment voulez-vous que je sache qu'elle ne voulait pas que je la vole? Eh bien, on protège plus cet objet que l'intimité de la femme aujourd'hui dans notre droit pénal. Et je l'assume pleinement parce que j'ai eu du mal, moi-même. La première lecture des pièges du consentement, je me dis, c'est pas possible. Ça fait 18 ans que je suis magistrat. Je ne peux pas imaginer que dans mon droit pénal, il y a de fait une sorte de présomption. C'est pas possible. C'était contre nature pour moi. Malheureusement, c'est ça. Mais c'est dire combien même, moi qui depuis 2004, depuis mon entrée en fonction, je lutte par tous les dispositifs possibles contre ces violences faites aux femmes, j'étais moi-même pétri d'une conviction qu'on ne pouvait pas faire meilleure protection que celle que nous avons aujourd'hui. Eh bien, j'ai changé. Et je remercie Catherine Lemaguérès de m'avoir aidé à changer. On pourra parler des exemples canadiens-belges pour la suite. Merci.